Ok. Donc là, on commence la septième partie et l'environnement, ben, comme on vient de le voir, c'est l'environnement, c'est la partie extérieure de la manipulation. C'est parce que les six premiers sont internes. Il y a la conscience, le subconscient, les émotions. C'est quoi les deux autres? Trois autres? Euh, je me rappelle, t'as dit quoi les premiers? Il y a les Conscient, sentiments, subconscient, émotion, il y a les émotions, Les pensées, pensée. les pensées. Ouais. Encore deux? les objectifs? Non? Non. J'ai perdu, moi. Marie-Lou, tu suis la formation? Non, l'ego et les croyances. Euh, Donc, je vais vous faire le petit partage d'écran, je l'avais même pas fait. Vous pouvez rejoindre ici. Et donc, le septième, ben, comme il va être un petit peu plus court, mais il reste quand même extrêmement important. C'est peut-être même un des plus importants. Et je vais vous expliquer pour plusieurs raisons, mais vu que vous avez, en tout cas, j'espère que vous avez déjà, Mathieu, toi, tu as suivi les six premiers. Vu que tu as suivi les six premiers grands manipulateurs, ça va faire beaucoup de sens. Pourquoi est-ce que le septième est aussi important? Puisque ça va dépendre de la compréhension du fonctionnement du subconscient. Donc si on comprend comment le subconscient fonctionne et qu'on comprend qu'il réagit uniquement et qu'il réagit du coup à tous les éléments autour de nous et que 95% de notre vie est le résultat de nos réactions, du travail du subconscient, alors les choses par lesquelles on s'entoure, les personnes avec qui on s'entoure, ben, représentent 95% de ce qui nous impacte dans la vie. Donc, ben ça, c'est de manière générale, hein, c'est en statistique moyenne. Donc, si vous prenez beaucoup conscience de vous-même et de vos programmes si vous vous désidentifiez, enfin bref, si vous suivez les lois du développement, vous allez sûrement fortement diminuer ce pourcentage. Mais ça reste un pourcentage qui va toujours rester présent, qui va toujours rester très influent. Donc, je l'ai séparé en deux parties. L'environnement et l'entourage. Parce que l'environnement, même sans qu'il y ait personne, ça nous influence, ça a un impact. Et l'entourage, évidemment. L'énergie qui se promène autour de nous, entre guillemets, du coup. Donc, c'est un peu ce qu'on traîne autour de nous au quotidien. Après, une petite citation, tu es la somme des 5 personnes les plus proches de toi, c'est ce que tout le monde dit, en fait. Et on va travailler autour de la loi du développement, l'environnement, l'entourage. C'est une loi en tant que telle. De comprendre, de respecter, de trier, de réfléchir sur les choses qui nous entourent. Donc, on va parler d'abord des gens autour de nous, ce qui est le point le plus important, il me semble le plus impactant, puisqu'on est entouré de d'autres cerveaux. Donc, je suis la moyenne de tout ce qui m'est répété le plus souvent. Ça, c'est quand on connaît le subconscient, on commence à comprendre que les deux plus gros points, c'est la répétition, les émotions. Donc, pour le cerveau, une répétition n'est qu'une interprétation similaire d'un signal électrique, pas forcément des mots. T'sais, quand on répète quelque chose, c'est pas forcément le mot, c'est pas forcément la personne, c'est pas forcément ce que la personne va nous dire, nous montrer, mais c'est la répétition de quelque chose qui est interprété de la même manière par le cerveau. Donc, si nous, on interprète quelque chose, même si c'est toujours un petit peu différent, mais on interprète ces choses-là d'une manière similaire, alors ça a un impact de répétition, ça a un impact ça va s'ancrer en nous. Et donc, on est aussi la moyenne du niveau de bonheur des 5 personnes les plus proches de nous. On est la moyenne du niveau de santé des 5 personnes les plus proches de nous. On est la moyenne du mindset des 5 personnes, du succès personnel des 5 personnes, du revenu, l'argent des 5 personnes autour de nous, de manière générale. Mais on va voir, on n'est pas que ça. Parce qu'on est bien, bien plus que ça. L'impact des 5 personnes les plus proches sera le plus puissant et ça nous influence le plus. Mais c'est loin d'être le seul à prendre en considération. Donc là, on va aller aussi plus en profondeur parce que tout le monde dit ça, qu'on est la moyenne des autres, etc. Et j'ai pas envie de juste répéter ce que les autres disent, on va aller vraiment plus en profondeur. Donc, on reste toujours aussi avec l'image du subconscient, l'image de l'esprit. Et avec notre conscient, on va analyser les choses. C'est de ça qu'on va se servir pour réfléchir sur l'entourage, l'impact qu'il a sur nous, par rapport à ce qu'on veut. Vraiment le choisir par rapport à ce qu'on veut atteindre, développer, changer dans notre vie. Si on change son entourage, si c'est possible, selon les sacrifices à faire, on va parler de sacrifices aussi, ça va faciliter énormément notre développement personnel. Et le subconscient, lui, il prend les infos de l'entourage à travers les 6 sens. Donc les 5 sens et puis notre perception des choses, notre esprit, nos pensées et tout ça.
Donc, il y a 3 petits points là, que j'avais partagés par rapport au subconscient, par rapport à l'entourage l'entourage plutôt qui demande une surveillance régulière. Donc, une mise à jour de nos abonnements sur les réseaux sociaux, une mise à jour des pages qu'on a likées, qu'on suit sur les réseaux sociaux, de nos amis, les amis de nos amis et l'entourage de notre entourage. Mais on va aller l'expliquer, là, ce point-là, là, pourquoi l'entourage de notre entourage. Évidemment, je conseille fortement de juste prendre un petit 10, 15, 20 minutes, que ce soit juste une fois, ou que ce soit une fois par semaine, ou une fois par mois, ou juste quand tu y penses, de juste être un petit peu plus conscient de ce qui se présente à toi sur tes réseaux sociaux, principalement. Et toutes les pages, je dirais c'est ok d'avoir des pages d'humour, mais des pages qui sont plus sur l'humoristique, mais juste sur du clickbait, c'est juste sur du putaclic, en gros, entre guillemets, là, qui sont juste là pour t'attirer ton attention, pour te faire liker, pour te faire partager, mais qui n'a pas vraiment de valeur, il n'y a pas vraiment c'est pas un humour qui vient te toucher, qui te suit toi. Mon frère, par exemple, il est passionné de chats et de Star Wars, donc il suit plein de pages qui font des blagues, des memes avec des chats, avec des affaires de Star Wars. Et ça, je trouve ça très cohérent, parce que ça le correspond. Et évidemment, il faut rire. Même les médecins, en tout cas, il y a plein de gens qui disent qu'il faudrait avoir un minimum de 20 minutes de rire par jour pour être en bonne santé mentale. Donc, je n'encouragerais pas les gens à se désabonner de tout ce qui distrait et de tout ce qui est léger, mais de le faire intelligemment, de le faire de manière qui nous correspond. Donc, de se désabonner, de cacher, de restreindre. On n'est pas obligé de juste tout flusher, de se désabonner de tout. On peut juste aussi restreindre. Sur Instagram, par exemple, quand on suit quelqu'un et qu'on ne veut pas se désabonner de la personne, mais on n'a juste plus envie de voir ses stories, par exemple, parce que la personne est toxique, parce qu'elle partage toujours ses problèmes, parce qu'elle va tout le temps se plaindre, ou alors qu'elle partage des trucs qui n'ont aucun sens, qui font juste perdre ton temps, eh bien, tu peux aller sur le profil et dans désabonnement, en fait, je pense que c'est désabonner, tu as une petite case en dessous qui est juste, en fait, ne plus suivre soit les stories ou ne plus suivre les publications, ou les deux. Fait que tu peux toujours t'abonner à quelqu'un, mais tu ne vois plus ses stories ou tu ne vois plus ses publications. Donc ça, c'est une des choses aussi qu'on peut faire quand on fait un tri de notre entourage social, médiatique, de notre entourage digital et online. Et donc de limiter, de ne pas aller dans l'extrême aussi, parce qu'on peut simplement parfois limiter le contact avec les gens qui ne nous poussent pas vers le haut. On n'est pas obligé de toutes les flusher, de toutes les supprimer. Mais déjà, limiter, voilà, on prend conscience de ça, on fait des sacrifices. Oui, peut-être que de les avoir autour de nous, ça nous maintient dans l'identité qu'on a de nous par rapport à qui ils sont, par rapport à là d'où on vient. Donc, on se sent comme obligé de rester amis avec eux parfois, ou de rester proche. Mais je dirais que ça nous empêche parfois d'avancer. Ça peut être une des petites chaînes, là, que quand on change, l'environnement, naturellement, change aussi. Donc, si on change nous, mais qu'on ne change pas l'environnement, on se met juste des bâtons dans les roues. Mais avoir aussi, là, je vais juste ici partager un mode de réflexion pour que vous fassiez votre propre tri. Je ne suis pas en train de dire comment trier votre entourage. Ça, c'est à vous de le faire, c'est à vous d'y penser, d'y réfléchir. Et voilà. Donc, éliminer ou réduire la télévision. Ça, évidemment, moi, ça fait 4 ans, 5 ans que j'ai éliminé tout ce qui est télévision, radio, les journaux, toutes les choses, des news sur Facebook, à moins que je sois vraiment... je me suis abonné sur Instagram à un fil d'actualité, à un journal, en fait, médiatique, parce que j'aime leur manière de transférer les choses. C'est très concis, c'est parfois même intéressant. Et c'est pas que les problèmes dans le monde. Donc là-dessus, voilà. Aussi de me désabonner à tous les le saviez-vous, les 9 gags, des affaires qui sont juste comme là pour faire du clic, en gros. Parce que, à moins que tu veuilles devenir quelqu'un comme ça, je ne pense pas que ça va nous amener nulle part. Donc, je ne suis pas la somme des 5 personnes que je fréquente le plus, mais en fait, c'est pas que je ne suis pas, c'est que je ne suis pas seulement la somme des 5 personnes que je fréquente le plus. Je suis, selon une des plus larges études au monde, qui a été faite sur plus de 30 ans, sur l'influence des comportements sociaux, elle a, sans le vouloir, permis de comprendre beaucoup mieux à quelle ampleur notre entourage nous affecte. Donc, selon les recherches, si ton ami devient obèse, tu as 45% de plus de prendre du poids dans les 2-3 années à venir. Mais par contre, si c'est l'ami de ton ami qui devient obèse, tu as encore 20% de chances de prendre du poids, même si tu ne connais pas personnellement cette personne-là. Et c'est similaire en statistique pour la cigarette. Si quelqu'un se met à fumer,
un ami proche, tu as 61% de chances de te mettre à fumer. Si c'est l'ami d'un ami, c'est 29%. Et si c'est l'ami d'un ami, 11%. Donc même l'ami d'un ami qui se met à fumer, tu as 11% de chances de plus de te mettre à fumer. En statistique, sur 30 ans d'études, sur des milliers et des milliers et des milliers de personnes qui ont été étudiées. Pour le bonheur, il s'agit de plus 15%, 10% et 6%. Et pour donner juste une échelle, une forme d'échelle, 6%, il me semble qu'une augmentation de salaire de 10 000 ou de 100 000, je ne sais plus, il me semble que c'était 10 000 soit par mois ou 100 000 par année, donne environ 2 à 4% de plus de bonheur en termes de pourcentage. Donc un 6%, c'est comme avoir quasiment 1 million en plus, en termes bon, je sais que l'argent n'apporte pas le bonheur, mais ça apporte un confort qui peut amener plein d'autres choses. Mais voilà, 15%, c'est énorme. Donc si toi, tu deviens heureux, ou si toi, tu deviens heureuse, eh bien, tu donnes 15% de chance à tout ton entourage proche d'être plus heureux. Ça, c'est Mais comment c'est possible que la personne, que l'ami de ton ami influence sur ton truc, sur ta vie, sachant qu'on ne reçoit pas la personne. Je vais partager le PDF. Sur le PDF ici, j'ai mis le lien. Donc, là, je vais le montrer. Là, si vous ne le voyez pas, je vais te le montrer rapidement. Ça veut dire que si l'ami de mon ami, par exemple, fume, du coup, mon ami a 45% de fumer, a 45% de chance de fumer. Du coup, moi, comme mon ami va fumer, mais j'aurai ces 45% de chance de fumer. C'est pas 45%, c'est 45% de plus. Oui, mais ça fait effet ricochet. C'est ça? Oui, mais ça veut dire que si tu as 3% de chance de fumer, on rajoute 50%, tu es à 4,5% de chance, quoi. Donc, faut relativiser quand même. Tu passes pas à 45 d'un coup quand tu es à 3%. Oui. Avant, hein. Mais parce que ça fait effet ricochet, quoi, en fait. Ah si, moi c'est comme ça que je l'entends, quoi. Ouais. Que ça t'incite davantage, mais ça te pousse pas nécessairement, quoi. C'est un pourcentage. C'est ça. Donc, si tu avais 0% de chance de faire ce genre de choses, tu le feras pas de toute façon. Ouais. C'est en termes d'influence, donc oui, ce que tu dis par rapport à ça, Marie-Lou, effectivement, si, on va dire pour la cigarette, on a 61% de chance par rapport à un ami proche et 29% l'ami d'un ami. Donc si un de tes amis, à cause d'un de ses amis à lui, se met à fumer, donc si tu as un ami d'un ami qui se met à fumer et que ton ami se met à fumer, du coup pour toi c'est plus 29%, mais ça devient, en tout cas si tu restes sur le long terme, ce sera plus une question de 60%. Mais ouais. C'est pour ça qu'ils gardent dans les statistiques l'ami de l'ami et l'ami de l'ami de l'ami, parce que il y a plein de facteurs en compte. C'est sûr que si ton ami se met à fumer, tu as plus de chances à fumer. Mais si ton ami ne se met pas à fumer, même s'il se met pas à fumer, en fait, le simple fait que son ami à lui fume peut toujours te donner des chances à toi, plus de chances de fumer. 30%, c'est quand même un tiers, hein, c'est beaucoup. Donc, après, ça c'est parce que, encore une fois, on est à 95% dirigé par le subconscient qui ne fait que réagir et s'adapter à l'environnement. Donc, naturellement, toutes les choses qui nous entourent le plus, on va s'y adapter, on va vouloir se conformer, on va vouloir s'identifier, on va vouloir appartenir à une tribu, à un groupe. Et donc, on va s'adapter. Quitte à mettre notre santé ou certaines valeurs dans les poubelles. Donc, faites attention à votre entourage proche, mais surtout, surveillez l'entourage de votre entourage. On n'est pas obligé de devenir fou, de devenir détective privé avec ça. Mais c'est juste que si tu as un très bon ami que tu vois très souvent et tu vois que ses amis à lui, c'est des gens qui ne sont pas du tout alignés avec toi et que tous ses amis, c'est des personnes qui fument, qui prennent de la drogue tout le temps, qui vont dans des parties, qui ont aucun avenir, pas aucun avenir, qui ont aucun objectif bien clair, qui ont ils n'ont qu'une ambition, par exemple, et qui font pas vraiment grand-chose, ils se contentent du strict minimum, ils travaillent dans des usines, etc. Et toi, ton objectif, c'est de voyager à travers le monde, c'est de créer une indépendance financière, etc. C'est d'avoir un impact, c'est d'éduquer des gens. Même si ton ami en tant que tel, lui, il est plutôt neutre, si tout son entourage à lui et l'entourage de tous tes autres amis sont, on dirait qu'il n'est pas aligné, voilà, je dirais, il n'est pas aligné avec toi, là, il y a des questions à se poser, il y a des sacrifices à éventuellement faire.
Donc le sacrifice, ce serait soit juste passer moins de temps avec ton ami ou développer de plus en plus une conscience de soi, une conscience aussi de l'impact du coup de l'entourage, de ton ami, de tous les messages qu'on te transmet pour essayer de diminuer les chances que ça t'affecte. Mais plus tu seras dans des automatismes et plus ça va t'affecter. C'est aussi pour ça que là, j'en ai pas encore parlé, mais je suis en train de mettre en place un énorme challenge et ce sera aussi en même temps une genre de formation, c'est sortir de la matrice. Là, vous êtes les premiers à l'entendre, j'en avais encore jamais parlé. Je suis en train de je suis en train de l'écrire et puis ce sera pas vraiment une formation, mais ce sera juste, je vais faire une vidéo par jour pendant 30 jours. 30 jours avec un thème par semaine et évidemment un sujet par jour. Et le tout, ce sera toujours axé vers sortir de la matrice. La matrice, c'est justement ce monde automatique de réaction, de recyclage. Et donc, comment sortir du mode robot, comment sortir du mode exploitation et plutôt prendre le contrôle sur sa propre vie. Et quand on fait ça, on diminue l'impact que l'entourage a sur nous, ou alors on diminue, ou alors on le change. Voilà. On fait des choix différents. Donc là, ici, c'était deux petits exemples par rapport à l'étude sur le ici, vous allez pouvoir cliquer dessus pour atteindre l'étude en tant que telle, si vous voulez vraiment tout lire et aller voir dans les détails. Donc ici, il disait par rapport à gauche, la probabilité que ton bonheur augmente par rapport à la distance des haltères. La distance des haltères, c'est les personnes qui sont connectées à toi. Donc, tu sais, à une distance, c'est-à-dire qu'un ami très très proche, quelqu'un que tu côtoies quelqu'un quasiment intime, ça va te donner 16%, après 9%, après 5-6%, et puis on est quasiment à 0%. Mais plus ou moins 3%, plus ou moins, du coup, rien. Mais ce qui m'a assez intéressé aussi, c'est que ils ont même poussé l'étude, ils ont même poussé en fait les paramètres de comment est-ce que ton bonheur dans ta vie peut augmenter ou diminuer selon le type de personne qui t'entoure. Donc là, on voit par exemple, si c'est un ami proche qui devient heureux, qui devient heureux pour n'importe quelle raison, tu as de 0 à 60% de chances de devenir plus heureux ou heureuse toi-même. Mais si c'est un ami distant, ça a un impact quasiment négatif. Si tu as un ami distant qui devient plus heureux, tu as à moins 10% jusqu'à 10% de chance de toi soit être heureux ou être moins 10% heureux. Si c'est un ami mutuel, proche, donc c'est-à-dire que tu as un ami proche et vous avez tous les deux un ami ensemble, cet ami-là, s'il devient heureux, là c'est encore plus. Mais si c'est un ami proche, donc si c'est un ami proche, mais perçu comme un ami proche, c'est-à-dire que peut-être que toi, tu penses que c'est ton ami, mais lui, il pense pas que tu es son ami, si cette personne-là devient plus heureuse, alors tu as des chances que ce soit autant positif que négatif. Si c'est ton épouse ou ton mari et que vous vivez ensemble, là, il y a un petit pourcentage de positif, mais si vous ne vivez pas ensemble, ça peut être autant négatif que positif. Enfin bref, par rapport au type de personne, ton voisin, par rapport à un voisin distant, par rapport au voisin de la porte d'à côté, par rapport au même bloc de quartier, ils ont vraiment analysé l'impact que les gens autour de toi, qui vivent autour de toi, vont avoir sur ta vie, du coup, en termes de bonheur. Et je trouve ça incroyable comment c'est large et comment c'est profond. C'est le quartier où tu vis. Et ça, on va en parler un petit peu plus tard, on va aller là-dessus plus tard. Le quartier où tu vis, du coup, détermine ton niveau de bonheur, les personnes que tu choisis en amis, en relation, les amis des amis, les amis perçus, si c'est réciproque, donc si vous avez des valeurs et si vraiment vous connectez ou non. Enfin bref, la qualité des relations aussi va influencer la manière dont tu développes tout en fait. Ton bonheur, ta satisfaction, tes actions, ta curiosité, ton amour, enfin bref, là c'est juste le bonheur, mais on peut faire le même genre d'études sur tout. Donc ça c'est assez incroyable. Et vous pouvez aller voir toute l'étude qui a été faite là-dessus, sur la source que j'ai partagée. Donc la source qui est ici. Vous pouvez cliquer dessus si ça vous intéresse d'aller lire au complet. Il y a énormément de facteurs différents et de choses qui sont expliquées. Donc, là on a parlé des amis, on a parlé des relations, on a parlé des gens plus ou moins proches. Et ça, c'est plutôt ce qui nous tombe dessus, ou c'était selon là où
comment on développe notre propre vie. Mais quand on parle de mentor, d'un modèle ou d'une inspiration, ça c'est plutôt un choix conscient. C'est pas quelque chose qui nous tombe dessus ou c'est pas quelque chose qu'on va naturellement développer. Si on choisit un modèle, on choisit un mentor, on choisit des personnes, selon s'ils nous inspirent ou pas, on choisit de les suivre, on choisit d'aller apprendre plus sur eux, etc. Donc avoir un modèle apporte une forme de menu dans notre vie, dans le sens où c'est un guide sur comment faire pour atteindre les résultats que je pense vouloir avoir. Et je dis bien que je pense vouloir avoir, parce que il y a des résultats qu'on pense vouloir avoir, et puis une fois qu'on avance vers ces résultats-là, on se rend compte que finalement, c'est peut-être pas vraiment ce que je veux. C'est-à-dire que je l'admirais chez l'autre personne et je trouvais ça incroyable. C'était une admiration, mais ça ne me correspond pas forcément. Mais le truc, c'est que si on n'essaye pas, et si on n'avance pas vers quelque chose, au final, on ne s'en rendra jamais compte. Donc, c'est quand même très bien. C'est très bien de se rendre compte que les résultats que tu as dans ta vie ne sont pas finalement ce que tu voulais. Parce qu'au moins, tu te rends compte d'une chose que tu admires, que tu aimes, mais qui ne te correspond pas. Donc, tu apprends à te découvrir, à mieux te connaître. Donc, une manière puissante de forger un entourage, j'ai appelé ça un entourage Musk. Musk par rapport à Elon Musk. Donc, Musk, en fait, c'est un jeu de mots aussi par rapport à must, parce que must, c'est ça, quelque chose qui doit, en anglais, quelque chose qui doit être fait. Donc, une manière puissante pour forger un entourage, c'est de penser à forger un entourage doit être pris au sérieux. Et ça doit être aussi ambitieux, dans le sens où Elon Musk, est sûrement un des gars les plus ambitieux que je connais dans ma vie. Et donc, de prendre au sérieux la qualité de notre entourage et de le choisir de manière à ce que ce soit ambitieux, c'est 2 points qui va absolument exploser la vitesse à laquelle on avance dans notre vie, à laquelle on se développe, dans la direction dans laquelle on se développe surtout. Parce qu'imagine, si tu t'entoures de personnes qui sont meilleures que toi, des personnes qui ont déjà atteint ce que tu veux, tu t'entoures de, je sais pas, chefs d'entreprise, de fermiers, tu t'entoures d'artistes, tu t'entoures de personnes qui t'inspirent, mais tu connectes avec eux à travers plusieurs choses. On pourrait en parler plus en profondeur si vous voulez dans les semaines à suivre sur comment connecter, mais là-dessus, honnêtement, ça arrive dans ma limite, parce que personnellement, je suis pas encore rendu là. Je suis en train d'apprendre justement sur l'entourage mieux connecté, mais c'est un point là, social. Le point social, c'est quelque chose que j'ai pas énormément développé. Moi, j'ai juste beaucoup réfléchi sur le cerveau, mais je me suis pas tellement développé socialement, donc je suis pas le meilleur pour vous enseigner ça. Mais j'ai envie de développer ça. Donc, éventuellement, un jour, si vous continuez à suivre sur le groupe VIP ou n'importe où, vous allez finir par recevoir ce type d'informations-là de moi. Mais c'est pas encore le cas tout de suite, ça viendra. Donc, mais c'est ce que j'observe avec des personnes qui m'inspirent du coup. C'est que eux, ces gens-là, ils prennent au sérieux leur entourage et surtout, ils ont un entourage ambitieux, ils ont un entourage qui est élevé, qui les pousse à faire plus, qui les pousse à sortir de leur zone de confort. Si tu te sens inconfortable avec tes amis parce que tu te sens comme... Je dirais pas que tu te sens pas assez, parce qu'il faut pas se sentir pas assez, mais que tu sens que, merde, j'ai des choses à faire, j'ai des choses à apprendre et j'ai un potentiel à développer, mais que tu vois ça de manière positive, de manière inspirante, alors c'est excellent. Parce que si on se sent, il y a beaucoup de gens qui disent que si tu es la personne la plus intelligente dans la salle, tu es sûrement dans la mauvaise salle. Parce que c'est juste se mettre dans une zone de confort. C'est parce que je suis entouré de gens stupides, je me sens intelligent. Mais ça ne veut pas dire que je suis intelligent. Et ça ne me pousse pas à développer mon esprit critique, ça ne me pousse pas à essayer d'être, je sais pas, plus juste dans ce que je dis. C'est sûr que je vais me sentir bien si je suis entouré de personnes qui n'ont aucune culture générale. Je vais me sentir intelligent avec mon minimum de culture. Mais ça ne m'avance pas, ça ne me fait pas avancer. Donc, d'être entouré de personnes qui ont énormément de culture générale et qui pourraient même aller faire les jeux télévisés, ben ça, c'est sûr que ça va te pousser à développer énormément de connaissances, énormément d'expérience même dans ce domaine. Donc, par rapport à ces guides, qui doivent être bien choisis évidemment, ça c'est des guides qu'on choisit soit à travers des livres, tu peux choisir un mentor en travers un livre, tu veux juste lire tous les livres d'une personne en particulier et tomber dans son univers à travers tout ce qu'il a écrit. Et ça marche très bien. Et puis après, tu écoutes ses vidéos, ses podcasts et tout ça, et tu connectes avec lui, mais de manière digitale. Ça fonctionne autant que de connecter avec quelqu'un. Ben, pas autant, mais ça fonctionne quand même très bien. Et de connecter avec quelqu'un, ben, évidemment, c'est encore mieux. Mais ça peut être parfois plus difficile, voire impossible. Si je dis mon mentor c'est Tony Robbins, je suis pas encore rendu à un niveau où je peux connecter personnellement avec lui. Donc, j'ai juste plein de ses livres, j'ai plein de ses formations, j'ai écouté plein de ses vidéos, plein d'audios. Donc, je le connais bien.
Et c'est mon mentor parce qu'il m'a appris plein de choses, mais pas directement, indirectement. Et vu que j'ai écouté des milliers et des milliers d'heures de sa voix, eh ben, c'est comme s'il faisait partie de mes amis très très proches. Parce que j'ai de l'information que je reçois de lui, quasiment au quotidien, depuis des années. Et donc c'est vraiment comme si j'avais un ami proche là, qui était en train de parler comme Tony Robbins tous les jours. Et c'est très puissant. Donc voilà. Par rapport à quelques critères que personnellement je m'impose quand je veux choisir des personnes ou quand je m'entoure de quelqu'un, c'est quelle valeur incarne cette personne-là. C'est quelque chose que je me posais pas comme question, que je commence à vraiment plus me poser dans les dernières semaines. C'est très récent. Je choisissais juste un mentor selon à quel point est-ce qu'il m'inspire, à quel point est-ce que je le trouve cool, à quel point est-ce qu'il réalise plein de choses dans sa vie. Mais je me posais pas la question, est-ce qu'il a les mêmes valeurs que moi? Est-ce qu'elles sont alignées avec moi? J'écoutais des vidéos de Grant Cardone, par exemple, qui lui parle toujours de 10x, 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 de toujours multiplier par 10 tout ce que tu fais, ta productivité, tes résultats, les appels que tu vas faire, les ventes, le nombre de formations, etc. C'est juste, tu fais tout en surnombre. Et ce gars-là, il est juste, mais propulsé par le passage à l'action. Et ça a énormément marché pour lui, ça a énormément marché sur plein de choses. Mais tu vois, sa formation sur la vente, c'est juste poussé vers faire plus, voire trop, au point de sortir un petit peu de certaines valeurs humaines. Et c'est juste trop concentré sur la vente, trop concentré sur les résultats, trop concentré sur surfaire. Et ça marche, et c'est très bon, mais ça ne suit pas mes valeurs à moi. Donc, même s'il a plein de résultats, même s'il est millionnaire, même s'il a l'air super heureux, puis il fait ses voyages en jet privé toutes les semaines, c'est pas le genre de mentor qu'il faut que je suive personnellement. Parce qu'il a beau avoir peut-être, entre guillemets, un certain nombre de choses que je veux, mais sa manière d'y arriver, le monde dans lequel il est, les gens avec qui il s'entoure, sa manière d'exprimer et de partager son monde ne me correspond pas. Parce que si je me mets à faire ça, je vais juste exploser. Ça va me surdoser. Je ne suis pas du tout dans un monde qui fonctionne de la même manière. Je pourrais éventuellement y arriver, mais pour l'instant, c'est pas ça qu'il me faut. Donc, je vais plutôt suivre des personnes comme Peter Vodge. Je vais plutôt suivre des personnes comme, Robert Kiyosaki. Je vais plutôt suivre des personnes... là, en ce moment, Tony Robbins. Tony aussi, il est très axé vers l'action, mais il y a une balance. Comme Paul Simard, qui fait des vidéos, et lui qui parle toujours aussi de gérer, travailler avec ses forces et travailler avec ses faiblesses, d'être vraiment très humble et de bien prendre conscience des mots, d'éducation, de la forme. Et tu sais, ces gens-là incarnent des valeurs qui sont alignées avec moi. Et ils ont un style de vie, ils ont atteint des résultats qui m'inspirent et que je souhaite atteindre. Et donc la combinaison des deux fait que ce sont des très bons mentors. Ça ne me sert à rien de suivre quelqu'un qui parle de travailler 200 heures par semaine, même si c'est pas possible, mais 140 heures par semaine. Si moi ce que je veux, c'est un style de vie où je travaille, comme Tim Ferriss qui a écrit son livre 4 heures par semaine. Lui, son style de vie, c'est plutôt de travailler 4 heures par semaine et voyager et puis faire ses trucs. Il travaille, sûrement une centaine d'heures par semaine, mais il voit pas ça comme un travail parce qu'il fait juste des trucs qu'il aime. Mais donc, de développer un style de vie comme ça, où je suis plutôt relax, plutôt axé sur la découverte, etc. Si ça me correspond, je vais pas commencer à écouter ce que Grant Cardone fait et partage, parce que lui, c'est juste du hustle, c'est juste du faire. Il n'y a pas vraiment de relaxation. Est-ce que j'idéalise la personne? Est-ce que je fantasme dessus? Et donc, est-ce que je confonds certains aspects de sa vie avec l'intégralité? Donc, c'est juste de se dire, quand j'ai découvert Tony Robbins, je me suis dit, waouh, c'est exactement ce que je veux devenir dans ma vie, tout est parfait, je veux le suivre, je veux l'imiter, je veux copier, je veux faire les mêmes actions, entreprendre le même chemin. Mais c'est juste que je l'idéalisais, je fantasmais dessus parce qu'il avait des résultats similaires à ce que je voulais, même si ce que je voulais n'était pas encore très clair. Et sa manière d'agir, ça m'intéressait beaucoup. Il avait l'air ultra confiant, il était hyper intelligent, il l'est toujours. Et il parle de choses mais ultra impactantes, qui font beaucoup de sens. Donc je l'idéalisais un petit peu et je me disais, je veux devenir comme lui. Mais quand j'ai commencé à vraiment prendre conscience de qui il est, et à vraiment me poser des questions sur qui je suis moi, et qu'est-ce qui me correspond à moi, j'ai commencé à me rendre compte que c'est seulement certains points de lui que je veux. Et peut-être que c'est évident pour toi, peut-être que c'est hyper clair, mais pour moi, ça ne l'a pas été au début et je pense que ce ne le sera pas non plus pour tout le monde. Donc, il me semble très important de le justifier, de vraiment se rendre compte que si on commence à fantasmer, à idéaliser quelqu'un, à se dire que tout ce qu'il a et tout ce qu'il est, je veux l'être et je veux l'avoir,
c'est qu'il y a sûrement un manque de réflexion dessus. Parce qu'on veut pas, je pense pas qu'on veut jamais être exactement comme quelqu'un. Il y aura toujours des points qui vont pas nous correspondre parce que cette personne-là aura évidemment pas eu le même vécu que nous et donc n'aura pas les mêmes besoins que nous. Donc, de bien confondre, de bien séparer un petit peu certains aspects avec l'intégralité de la personne. C'est très rare, voire je pense jamais impossible qu'on ait vraiment envie d'avoir l'intégralité de la vie d'une personne. Ou bien j'arrive à distinguer quelle partie de lui m'inspire et m'attire. Donc c'est vraiment, voilà, se concentrer là-dessus. Donc modèle, mentor, inspiration, soit à travers des livres, à travers des podcasts, à travers des formations, ça peut être à travers l'entourage direct, à travers, peu importe. Mais très bon. Et évidemment, sur ce point-là, n'hésitez pas à contacter les gens. Si vous avez là, je parle pour ceux qui ont un projet. Pour ceux comme Marie-Lou, par exemple, ou ceux comme même pour toi, Mathieu, il me semble, pour Papa Gis aussi, sur le groupe VIP. Tu sais, vous avez des projets. Bon, Mathieu, c'est un petit peu plus personnel pour l'instant, il me semble. C'est pas encore un projet à échelle, je dirais, très, très grande qui te dépasse, d'après ce que j'avais compris. Mais ça se dirige vers là, de toute manière. C'est dans le sens où, tu sais, par exemple... C'est plutôt une recherche du bonheur. Ouais, donc c'est plus personnel. C'est dans le sens où Papa Gis ou Marie-Lou, eux, ils veulent vraiment développer sur l'éducation des autres et développer plus d'impact dans le développement des enfants, des jeunes. Et donc ça les concerne pas que eux, ils ont des objectifs qui concernent plus grands. Et surtout pour ces personnes-là, de contacter des gens qui les inspirent, de contacter des gens qui ont travaillé avec l'éducation des jeunes, etc. De vraiment pas avoir peur. Tu sais, Paul Simard, c'est un psychologue que j'admirais. C'est limite si je me disais, mais jamais je pourrais être ami avec lui. Puis tu vois, hier, il m'a envoyé des messages sur Instagram en me disant qu'il venait de se prendre des vacances, puis il m'expliquait des trucs, mais personnels. Puis je suis comme, wow, on est vraiment rendu à un niveau où on peut se partager des choses beaucoup plus personnellement. C'est pas forcément psychologie, c'est pas forcément juste par rapport à un développement, c'est vraiment une connexion. Et là-dessus, je trouve ça incroyable. Et c'est parce que j'ai osé lui parler de mon projet, de lui partager les choses, de lui dire que, voilà, tout ce que tu fais en ce moment, ça m'inspire et ça me pousse à aller plus loin. Et j'ai vraiment envie de pouvoir m'entourer de personnes comme toi parce que, ça fait juste, c'est tellement aligné à ce que je veux faire, parce que voici ce que je veux faire, dans quelle direction. Donc, si toi, ça te parle et si jamais je peux t'apporter quoi que ce soit, ou, peu importe, ça va arriver que les gens vont dire oui. Ça va arriver aussi que les gens vont dire non, mais d'essayer. Surtout quand vous avez un objectif qui est plus grand que vous, entourez-vous de personnes qui font ce genre de choses-là et qui peuvent même vous supporter dans votre développement. Donc l'entourage physique et digital comptent, les deux. Ce qui est important aussi, c'est la fréquence d'exposition, la durée d'exposition. C'est ce qui affecte le plus. Donc si vous sortez jamais socialement, si vous êtes un peu comme moi, très introverti, très peu de sorties, et que quand ça arrive, on n'est pas forcément les gens à briller de partout et à être le centre d'attention, c'est peut-être que l'entourage digital va avoir plus d'importance. Si on est beaucoup plus entouré de personnes digitalement, c'est pas forcément une mauvaise chose, même si je pense pas que ce soit la meilleure chose. De s'entourer physiquement est toujours extrêmement important, surtout parce que c'est beaucoup plus en profondeur et c'est là qu'on va vraiment le plus apprendre à se connaître soi-même par rapport à qu'est-ce qui nous touche, qu'est-ce qu'on aime, etc. Et à se comparer, à apprendre, à communiquer. Mais de bien comprendre que c'est juste la fréquence d'exposition. Si tu es tous les jours en train de parler à des gens physiquement et que tu es seulement quelques heures, quelques minutes en train de parler à des gens digitalement, dans ce cas-là, c'est l'entourage physique qui a le plus d'impact. Il me semble que ça c'est important, c'est juste très logique, c'est très simple à comprendre. Pas si vite dans l'extrême, donc ce n'est pas parce qu'une personne n'apporte pas une influence positive dans notre vie qu'elle doit être immédiatement bannie. Il y a 3 types de personnes. Bon, en réalité, il y en a une infinie, mais j'en ai juste donné 3 exemples. La personne de type C, avec qui on peut passer 1 heure par semaine. La personne de type B, avec qui on peut passer 1 jour par semaine. Et la personne de type A, avec qui on peut passer H24. On peut juste vivre avec elle, aucun problème. Le but, c'est de ne pas passer plus d'1 heure par semaine avec les gens avec qui on ne peut pas passer plus d'1 heure par semaine. Donc, c'est se poser la question de est-ce qu'il faut réduire ou éliminer. Hors émotion. Là, je dis bien hors émotion parce que quand on fait le tri sur nos amis, le tri sur l'entourage, les émotions qui vont sûrement être attachées à des croyances, à une identité, qui vont sûrement être influencées par l'ego et tout ce qu'on a déjà vu avant, va pas vouloir qu'on fasse le tri.
parce que ça fait partie de nous, de notre passé, de qui on est, de qui on devient, etc. Donc, du mieux possible de se mettre dans un état calme, neutre, et de vraiment réfléchir de manière très réfléchie. Est-ce que je devrais réduire ou éliminer ces personnes-là de ma vie? Donc, juste réduire, par exemple, j'ai certaines personnes que j'ai juste réduit. Je les vois une fois par mois, ou je les vois une fois par année, ou quelques jours par année. Il y a d'autres personnes que je m'autorise à voir quasiment tous les jours. Il y a des personnes avec qui je suis quasiment tout le temps avec eux. Il y a d'autres personnes. J'avais même une copine en relation que je pouvais pas passer plus de 2 jours par semaine avec elle. Donc, seulement le week-end. Parce que si on passait plus de temps, ça devenait toxique. Si on passait pas assez de temps, ben, l'amour, l'engouement s'estompait. Et il n'y a rien de mal à ça. Je veux dire, il y a des gens qui pensent que on passe pas assez de temps ensemble, ou alors on veut passer plus de temps ensemble avec la personne avec qui on aime. Et là, on va peut-être se mettre à vivre ensemble, ou à passer plus de temps ensemble. Là, ça va créer des problèmes, et puis on va penser que le problème, c'est la personne, ou alors c'est le style de vie, ou peu importe. Et on prend très peu souvent en compte juste la fréquence à quel point est-ce qu'on voit la personne. Parce qu'il n'y avait aucun problème quand on se voyait une fois par semaine, mais il commençait à avoir des problèmes, des frustrations, des choses quand on se voyait plus souvent. Donc le point, c'est juste que, regarde, moi je suis quelqu'un de très actif, je suis quelqu'un de très motivé, qui a besoin de faire des choses, qui a besoin d'avancer, d'accomplir des objectifs. Sinon, je me sens frustré, je me sens inutile, je me sens... il y a plein de choses qui vont se passer en moi, et je risque de projeter ça sur l'autre. Donc si je suis avec quelqu'un qui est lent, qui n'a pas trop d'objectifs, qui aime juste chiller, un petit peu s'amuser dans la vie, peut-être que je l'aime, peut-être que je l'adore en tant que personne, mais je ne peux pas passer trop de temps avec elle. Parce que ça m'influence et parce que ça commence à me ralentir dans ma vie, et ça, c'est pas du tout ce que je veux. Et si je ralentis, alors que je sais qu'il faut que j'avance, je deviens frustré parce que là, je commence à rentrer dans le stress, je commence à rentrer dans l'anxiété parce que j'ai plus autant de résultats et que je commence à avoir une montagne de tâches qui s'accumulent, et c'est pas sain pour moi. Mais ça veut pas dire que je dois l'éliminer de ma vie non plus. Passer 2 jours, 1 jour par semaine avec elle, c'était parfait. Mais, encore une fois, c'est juste de réfléchir. Il y a des gens avec qui on peut passer 1 jour, 1 heure, 24 heures, H24, peu importe, mais c'est juste voilà. On n'est pas obligé d'éliminer les gens de notre vie. Si on les pense toxiques, on peut juste commencer à diminuer et voir c'est quoi la balance. Et parfois, effectivement, la balance, c'est 0. Parfois, la balance, c'est juste de ne plus leur parler parce que ça fait aucun sens pour nous. Et c'est OK. Comprendre le concept des sacrifices, donc là, tout ce qu'on parle, c'est faire des sacrifices. Le sacrifice, c'est laisser partir quelque chose, faire de la place pour faire entrer quelque chose de meilleur dans sa vie. J'avais vu que le sacrifice est souvent mal compris, il est perçu comme une punition, alors que c'est une bénédiction, c'est un cadeau. Il faut bien comprendre sa définition, de laisser partir quelque chose pour faire entrer quelque chose de meilleur. J'avais donné quelques petits exemples d'histoire. Un point clé dans notre développement caché derrière la loi du développement lâcher prise. Donc, le sacrifice, c'est un point clé, du coup, dans notre développement qui est caché derrière le lâcher prise. Par exemple, pour prendre un verre d'eau pure et le boire, il faut lâcher sa bouteille d'eau salée. Si tu tiens une bouteille et que tu as juste, t'as juste un bras, là, ou alors tu tiens la bouteille avec tes 2 bras, pour boire ton eau pure, il va falloir que tu lâches ton eau salée. Et ça, c'est logique. Pour faire entrer quelque chose dans ta vie, parfois, pas tout le temps, parfois on peut juste ajouter, mais parfois il va falloir lâcher prise sur certaines choses. Que ce soit des croyances limitantes, que ce soit des peurs, des choses qui nous font nous sentir en sécurité, ou alors qu'on a l'impression que ça nous amène de la sécurité. Des choses qui nous empêchent de nouvelles opportunités, des relations, des événements. Il va falloir lâcher prise sur certaines choses pour faire entrer mieux, plus adapté, plus aligné. Et parfois, pour retrouver sa liberté, il faut débloquer sa main. Il faut lâcher la banane. Lâcher la banane, ce serait un peu lâcher la rancune, lâcher la colère, lâcher le fait d'avoir raison, la fierté. Là, la mauvaise fierté, hein, Mathieu, la fierté que tu voyais au tout début. Donc, cette fierté de vouloir se nourrir soi-même, de vouloir se dire « Ah, c'est bon, je suis meilleur, je suis fort ». L'ego. Là, je dis bien lâcher la banane parce que c'est un exemple, c'était une histoire que j'avais entendue par rapport à un singe. Ils ont fait ce test. Il y a une boîte. Dans la boîte, il y a une banane. Et le trou de la boîte, pour que le singe aille récupérer la banane, est juste assez gros pour que le singe puisse rentrer sa main, mais de justesse. Mais vu que le singe, il sait qu'il y a une banane à l'intérieur, il va rentrer sa main dans la boîte, il va prendre la banane et il veut absolument avoir la banane. Donc, il va essayer de sortir sa main de la boîte. Sauf que vu qu'il a une banane dans sa main elle est rendue trop grosse, donc il ne peut pas sortir la main de sa boîte.
Et souvent, les singes, ils restent coincés, mais extrêmement longtemps, parce qu'ils veulent absolument leur banane. Donc, ils lâchent pas la banane, et tant qu'ils lâchent pas la banane, ils se mettent en prison. Ils se mettent dans un piège, en fait. Et il me semble que, non, je pense pas que c'était une étude, je pense que c'était un piège, même un piège tout simple et tout bête, pour attraper des animaux, attraper des singes. Je sais plus exactement, mais en tout cas, c'était juste le concept, je trouvais hyper intéressant. C'est juste, tu fais un trou juste assez gros pour qu'il puisse passer sa main, puis tu mets quelque chose qu'il veut. Tu mets une banane. Et puis, il va pas lâcher la banane, parce qu'il veut sa banane. Et ça, ben, on veut pas lâcher notre rancune, on veut pas lâcher notre colère, on veut pas lâcher le fait d'avoir raison, parce que, ben, tu sais, c'est tellement cool d'avoir raison. Mais dans les relations, surtout dans les relations, pour trouver une liberté, pour trouver un équilibre, pour trouver quelque chose de sain, il va falloir arrêter de vouloir avoir raison. Il va juste falloir se concentrer à ce qui est le mieux pour nous. Et si ce qui est le mieux, c'est de juste laisser couler, ben, on se concentre là-dessus. Donc, là-dessus, j'espère que c'est clair pour vous. De comprendre aussi que parfois, il faut lâcher prise, il faut aussi laisser partir quelque chose de OK, quelque chose de pas trop mauvais, même s'il n'y a rien de mieux qui se présente. Là, j'ai rencontré quelqu'un il n'y a pas très longtemps qui me disait « Mais j'ai envie d'arrêter la relation dans laquelle je suis. » Et j'étais comme « OK, mais pourquoi? Parce que là, ta relation, elle t'apporte juste que du bonus. » Mais elle me disait « Oui, ça m'apporte plein de belles choses, et c'est sûr que c'est une belle relation, mais j'ai eu ça toute ma vie. Et ce que je veux, moi, c'est quelque chose qui me comble. C'est quelque chose qui est complet. » Et elle avait vraiment ce ressenti intérieur qu'elle avait besoin de l'entièreté de la chose et non plus d'une partie. Donc, elle était prête à faire un sacrifice de laisser partir cette personne-là de sa vie, qui était bien, mais qui était juste OK, pour laisser de la place. Elle préférait être toute seule pour se connaître, pour voilà, plus travailler sur elle-même, et laisser place à éventuellement quelque chose de parfait. Parce qu'elle, ce qu'elle se disait aussi, c'est que j'envoie du coup un message à l'univers que j'accepte quelque chose qui n'est pas parfait, donc je risque d'attirer encore plus de pas parfait. Là-dessus, je dirais oui et non. Ça dépend de l'énergie que tu as à travers ça. Ça dépend de comment ton comportement. Mais de manière générale, peut-être que oui, ce serait comme ça. Ben là, rendu là, je fais juste partager l'information et puis vous en faites ce que vous voulez dans votre propre vie. Mais de voilà, comprendre que parfois, il faut laisser partir de quelque chose qui est OK, même s'il n'y a rien de mieux tout de suite. C'est juste de laisser tomber du OK et laisser tomber évidemment le mauvais, le négatif et le toxique pour laisser plus de place. Ça va juste devenir plus simple, plus clair. Donc, par rapport au couple aussi, par rapport à des moments de galère en carrière business, par rapport à des distractions, voilà, comme vendre sa voiture pour créer plus d'espace monétaire quand on vit en ville, reculer comme un élastique pour mieux se propulser. Donc le sacrifice, le concept du sacrifice, c'est un gros concept, mais très important, très puissant. Et depuis que j'ai compris ça, il y a comme 1 an, ça a changé beaucoup de décisions que je prenais dans ma vie, la direction dans laquelle j'axais mes décisions. Et ça m'a fait faire des choix beaucoup plus cool, beaucoup plus positifs dans ma vie, avec des résultats beaucoup plus grands. Donc voilà. Et parfois, il est bon de juste rester seul, de se retrouver avec soi-même et forger des points de repère intérieurs. Parfois. Parfois pas. Parfois. Mais là, c'est à toi d'y réfléchir par rapport à ta propre connaissance de toi-même. Encore là, une fois, cette même boucle, la boucle de l'environnement, de l'entourage. Donc là, l'entourage, l'environnement, je le mettrais dans style de vie. Donc, encore une fois, on commence à bien la connaître, cette boucle-là. Elle arrive dans toutes les formations. Donc, ici, par rapport au petit message à droite, là, le subconscient ne réfléchit pas. Il se sert encore une fois des 6 sens pour enregistrer des données sur l'environnement autour de lui. Et ce qu'il voit le plus souvent, par habitude, devient son modèle de référence sur ce qu'est censé être le monde. Donc, ça forge nos attentes. Et ça, c'est très fort. Très, très fort. Hein? Parce que plus qu'on voit des gens, on va dire, qui mettent des baffes à tout le monde. Si je grandis dans un environnement où les gens ils mettent des baffes, et puis on se frappe, et puis je me fais battre, et je vois des amis qui se frappent et qui se font battre et qui se mettent des baffes, et puis que moi je rentre en relation, et puis qu'on commence à se frapper et à se mettre des baffes, ben, pour moi c'est normal. Si j'ai grandi là-dessus, mettre des baffes, frapper des gens, battre des gens, c'est normal. Parce que je l'ai vu tellement de fois, à répétition, que ben, c'est devenu quelque chose que je considère comme étant la vie. La vie, c'est comme ça. Dans la vie, on se frappe. Et c'est très dangereux. C'est vraiment de faire attention, ça, à notre environnement, à notre entourage, de douter des croyances qu'on a établies par rapport à là où on a vécu, par rapport à comment on a grandi, et de comprendre que c'est réellement et uniquement une seule des milliards de possibilités de vivre une vie. Ça n'est en rien une vérité, ce n'est en rien une norme.
Mais ça, on l'oublie très rapidement. C'est comme si, très souvent, c'est comme s'il pleut, on va dire en France, en Bretagne, là où j'habitais, c'est comme s'il pleuvait pendant 2 mois d'affilée sans aucun soleil. Ben, après 2 mois de pluie constante, je commençais à réfléchir et à penser de manière à, c'est comme si dans le monde entier, il pleuvait. Tout le temps, constamment. Parce que j'ai plus de point de repère et je suis constamment dans la même chose. Donc c'est comme si, du coup, je me dis, ça sert à rien de voyager parce qu'il va pleuvoir partout. Et puis, même si au Québec il fait -30, il pleut sûrement. Parce que je me pose pas de questions. Et puis que ça n'a aucune logique. Mais c'est juste qu'on a cette habitude, cette tendance, et c'est peut-être un programme du cerveau aussi, de juste normaliser et de généraliser les choses qu'on vit à répétition. Ça devient les attentes, ça devient un modèle du monde. Donc, toujours aussi très très important comme point. L'environnement autour de nous, maintenant. Ça, comme j'ai dit, ce sera vraiment pas très long. L'environnement autour de nous, là, on a différents types avec différents impacts. Le quartier dans lequel on vit, comme on a vu avec l'étude, les quartiers dans lesquels on vit par rapport aux gens qui nous entourent dans le quartier, autant proches que pas proches, que le voisin même qu'on ne connaît pas, ça va avoir un impact dans notre vie, dans notre développement. Peut-être qu'on s'en rend même pas compte et peut-être qu'on n'a aucune idée que ça a un impact, mais ça a un impact. La ville dans laquelle on vit, évidemment, il y a des villes, mais tellement, tellement différentes. Il y a des villes qui sont plus axées sur du écosystème, il y a plus des villes qui sont axées vers la productivité, il y a des villes qui sont axées vers le stress et vers, il y a des villes qui sont axées vers plus la violence. Il y a plein de types de villes différents qui sont plus axées vers les études, plus vers les jeux, plus vers le développement, plus vers, voilà, il y a plein de types de villes. Donc juste choisir sa ville, déjà, c'est un très bon point, choisir son quartier et son pays. Mais là, il y a des gens qui vont dire, ouais, mais non, je ne peux pas choisir mon pays. Oui, on peut choisir son pays. Il y a des gens qui s'appellent des expatriés qui ont décidé de faire ça. Le point, la définition d'un expatrié, c'est quelqu'un qui vient d'un pays, qui a décidé d'aller vivre dans un autre pays. Donc oui, c'est possible. Et ça demande encore une fois des sacrifices. Donc est-ce que tu es prêt à faire les sacrifices nécessaires pour aller vivre dans un pays qui va réellement te correspondre, si celui dans lequel tu vis ne te correspond pas? Après, peut-être que c'est pas le pays qui te correspond pas, c'est peut-être juste la ville dans laquelle tu vis qui te correspond pas. Et puis encore là, c'est peut-être juste le quartier dans la ville qui te correspond pas. À Montréal, il y a des quartiers, mais tellement différents. Il y a un quartier qui va être beaucoup plus pauvre, qui va être beaucoup stressant, qui va avoir plein de drogue et plein de prostitution. Il y a d'autres quartiers qui sont super riches, il y a des quartiers qui sont super propres, il y a des quartiers qui sont beaucoup plus anglophones, des quartiers qui sont plus français, il y a des quartiers qui sont plus dans la nature. Enfin bref, il y a un écosystème très 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 grand, très large, juste à Montréal. Donc simplement dans la ville de Montréal, on pourrait se sentir mais tellement pas chez soi et complètement hors, déconnecté de l'environnement dans un quartier et juste bouger à l'autre quartier et là se sentir au paradis. Donc c'est juste voilà, de se poser certaines questions sur faire des sacrifices, mais ça peut être aussi juste, le sacrifice, ça peut être juste une question de changement. J'aime pas le changement, mais le quartier dans lequel je vis est pas très très bon. Je vais faire un petit pas, je vais juste changer de quartier juste pour voir. Ça va évidemment créer du stress, déménagement, tout ça. Mais peut-être que ça va énormément améliorer ma qualité de vie. Et juste ça, ça peut changer la vie complète, ça peut changer la direction complète qu'on va prendre dans notre vie. Et si ça c'est pas suffisant, là c'est de penser à la ville, au pays. D'où le point de voyager. Ça fait 7 mois que je voyage constamment, donc j'en ai vu des villes, j'en ai vu des pays. Et c'est complètement différent d'une place à une autre. Est-ce que c'est plus rural, campagne, plus dans la nature? Est-ce qu'il y a des reliefs? Est-ce que c'est plat par rapport aux saisons? Tu sais, au Cambodge, il n'y a pas vraiment de saison. C'est été, pluie, été, pluie. Donc, voilà, c'est pas mal très différent que Québec, qui a vraiment hiver infernal, c'est -30. Et puis l'automne, avec tous les arbres qui deviennent oranges et rouges et puis tout qui tombe. Non, ça, c'est le printemps. Printemps ou automne? Non, automne. Non, c'est le printemps. Non, c'est l'automne. Non, l'automne, c'est la fin de l'été. Donc, c'est ça. L'automne avec les feuilles oranges et tout ça. Et après ça, il y a l'été. Là, il fait super chaud. Et puis après ça, on a le printemps. Enfin, bref. Donc, c'est juste les saisons aussi dans lesquelles, c'est par rapport à moi, je préfère être dans un environnement qui est pas mal toujours autour de 20-25 degrés. Et oui, j'ai vécu au Québec une grosse partie de ma vie. Oui, j'ai vécu en France une grosse partie de ma vie. En France, c'est un petit peu plus rapproché. C'est plus du peut-être 5 degrés à 25-30. Québec, c'était de -30 à 30. Mais là, je le vois ici au Cambodge, au Népal. Au Népal, c'est de 17-16 à 30 toute l'année. Le plus froid, c'est à peu près 16-17. La nuit, ça peut descendre à 5-6 degrés, mais la journée, c'est minimum 17-16. Au Cambodge, c'est minimum 25 degrés toute l'année. À Bali, il me semble que c'est un minimum 20 degrés. Au Portugal, c'est un minimum aussi de 15-17 degrés. Donc, ça dépend plein d'endroits. Aux États-Unis, aux États-Unis, on peut trouver de tout.
mais juste les saisons, l'environnement saisonnier, l'environnement de température, à quel point est-ce qu'il pleut, etc., va avoir un impact sur nous. Il y a des gens qui préfèrent la pluie, il y a des gens qui préfèrent le soleil, il y a des gens qui préfèrent le froid. Voilà. Donc c'est juste de se connaître soi-même et de faire attention à l'environnement. Moi, je préfère les reliefs et la nature, donc ce serait idiot pour moi d'aller habiter dans la campagne rurale, dans la campagne d'une grande ville, par exemple. Parce que tout ce que j'aurai autour de moi, c'est de la campagne. Et puis, si je veux aller me civiliser, ce serait une grosse ville. Donc, ça ne me correspond pas. Parce que ce que je veux, c'est peut-être plus des reliefs, donc des montagnes, des rivières, des chutes d'eau et de la nature. Et puis là, je pourrais peut-être trouver une grosse ville dans une place avec des reliefs, avec de la nature. Ça, c'est tout à fait possible. Mais voilà, c'est juste d'y penser et de voyager. Et voyager va énormément aider à ouvrir son champ de possibilités, de comprendre de quoi est fait le monde et qu'est-ce qui est possible. Et puis après ça, d'autres environnements, mais là beaucoup plus personnels, comme la chambre. Est-ce que ta chambre est rangée? Est-ce qu'elle est propre? Est-ce qu'elle te correspond? Est-ce que tu as des beaux décors? Est-ce que tu te sens bien? Est-ce qu'il y a une belle énergie dans ta chambre? Dans ta maison, c'est la même chose. Mon père, partout où il va, il transforme la maison. Il la repeint, il va mettre des meubles d'une certaine manière, il va même construire des meubles par-dessus les trucs. Et il s'arrange pour vivre dans son paradis, peu importe où il va. Évidemment, il essaie de choisir une belle maison aussi, qui est déjà un petit peu comme son paradis. Mais partout où on va, à chaque fois qu'on a des invités, c'est toujours « Waouh, on se sent tellement bien chez vous, c'est tellement... c'est pas forcément très propre, c'est pas forcément très classe, mais c'est tellement identique, c'est tellement, je veux dire, représentatif de l'environnement mental de mon père que les gens se sentent bien quand ils viennent chez nous. » Parce qu'ils trouvent qu'il y a une belle énergie, ils trouvent qu'il y a des beaux décors, ils trouvent que c'est bien organisé, que c'est intéressant. Enfin, et c'est génial. Alors qu'il y a d'autres gens, quand on va chez eux, on se sent stressé, on sent que c'est comme barre, ou alors c'est toujours... Et peut-être que c'est bien pour ces gens-là, peut-être pas. Mais toi, savoir qu'est-ce qui te correspond le plus, juste dans ta chambre. Ça aide, parce que, tu sais, on dort toute notre vie dans notre chambre, à moins qu'on... c'est pas mal toujours une chambre, hein, qu'on dort, à moins que ce soit un camion, mais... On va pas mal toujours dormir dans notre chambre, on va se lever dans notre chambre, on commence la journée dans notre chambre, on termine notre journée dans notre chambre. La plupart du temps, à moins qu'on dorme dans le canapé parce que, je sais pas, une embrouille ou quoi que ce soit, mais on passe la plupart du temps dans notre chambre, matin et soir, et peut-être parfois la journée, donc c'est quand même important, je pense. Tout comme, je pourrais même aller jusqu'à ton lit, que ton lit te corresponde, tu sais. Si tu veux mettre des bambis et des fleurs sur ton lit, mets des bambis et des fleurs, ça va te faire dormir mieux peut-être, tant mieux. Si tu te sens bien, ça va te faire des beaux rêves. Mais c'est juste, voilà, ça a un impact. La voiture dans laquelle je suis, la voiture que j'ai achetée, est-ce que je me sens bien? Tu sais, il n'y a aucun problème à acheter une voiture de luxe tant que tu te sens bien dans ta voiture. Il n'y a aucun problème à acheter une poubelle tant que tu te sens bien. Mais si tu achètes une voiture juste parce que c'est une voiture et que tu te sens mal et que tu stresses et que tu n'aimes pas la voiture que tu conduis, je vois aucun sens à ça. Et je me suis acheté une Honda Accord 2005 et j'ai adoré cette voiture-là. Ça a été ma deuxième voiture et je l'ai kiffé. C'est comme, elle était avec des bancs en cuir beige et tout. Puis ouais, c'était une vieille poubelle, mais j'adorais ma vieille poubelle. J'avais l'impression de conduire une Ferrari et c'était incroyable. Il n'y avait juste pas la puissance. Mais même si ça coûte pas cher et même si c'est une vieille poubelle, c'est comment est-ce que je me sens dans ma voiture. Après ça, j'ai acheté encore une Honda Accord, mais beaucoup plus récente. Tu sais, quasiment un modèle sport avec quasiment 300 chevaux. Je dépassais tout le monde sur la route et je me sentais toujours aussi bien. Peut-être même un petit peu moins bien que la 2005 parce qu'elle consommait un petit peu trop d'essence parce que trop gros moteur. Mais je me sentais quand même super bien et même je l'ai vendu du coup, parce que je suis parti en voyage. Mais je l'aurais vendu de toute manière juste parce que ça me faisait un petit quelque chose en moi de consommer trop d'essence. Et que moi, l'environnement est important et surtout de ne pas gaspiller mon argent, c'est important pour moi. Fait que si je peux avoir une voiture dans laquelle je vais me sentir bien et qui consomme moins d'essence, je vais changer. Mais ça, c'est des petits points qui, encore une fois, il n'y a pas forcément beaucoup de personnes qui se posent ce genre de questions. Ils vont juste acheter une voiture par rapport à s'ils la trouvent belle ou pas, ou s'ils peuvent frimer avec ou pas. Et ça a un impact. Ça a un impact sur notre productivité parce qu'on conduit notre voiture avant d'aller au travail, on conduit notre voiture en rentrant du travail, en commençant la journée, en terminant la journée. Ça a un impact sur nous, quand on voyage, etc. Donc, voilà, de juste penser à l'environnement dans lequel on se met, tout type d'environnement. L'environnement sportif, là où je fais du sport, les restaurants où je vais manger. Je vais toujours manger dans la place la moins chère parce que je sauve $1 de plus par repas, mais que je me sens comme une poubelle à chaque fois que je vais dans le restaurant. Ce serait peut-être intelligent de juste payer $1 de plus et d'aller dans un restaurant où on se sent un petit peu plus aligné. On va rencontrer des gens aussi qui seront peut-être plus alignés.
Tu sais, d'aller peut-être dans un restaurant plus végétarien, par exemple, on va rencontrer des gens végétariens, ou peut-être qu'on va rencontrer personne, mais au moins on va se sentir plus aligné, et puis, ou alors d'aller dans un barbecue, mais peu importe. C'est juste de faire des choix par rapport à connaissance de soi. Et là, c'est vraiment l'environnement, autant physique que l'environnement de personnes ou que l'environnement autour de nous. Ça va dépendre d'une connaissance de soi. Shopping aussi, où est-ce que tu vas faire tes courses? Est-ce que tu vas juste acheter du linge recyclé ou est-ce que tu vas acheter du linge neuf de haute marque? Personnellement, je vais acheter du linge recyclé, mais je ne vais pas acheter de la poubelle. J'ai acheté des magnifiques chemises, quasiment, j'ai l'air millionnaire quasiment avec mes chemises, et je les ai achetées à 1$, 2$, parce que c'était dans des trucs seconde main, des trucs recyclés, et ils étaient top shape, super clean, mais je me sens bien avec ça. Parce que je ne suis pas en train je sais pas, d'encourager une surconsommation, j'ai l'impression de faire un bon mouvement et je me sens bien avec l'achat que je fais. Mais il y a des gens qui, eux, relient le second main avec du sale. Et quand ils achètent du second main, simplement parce qu'ils n'ont pas assez d'argent, ils se sentent sales et ils se sentent mal d'acheter ça. C'est comme une honte pour eux. Mais dans ce cas-là, elle va pas acheter ça, puis me paye un petit peu plus cher et achète du neuf. Aucun problème. Mais ne te mets pas dans un environnement où tu vas te sentir mal des choix que tu fais. Fais des choix alignés avec qui t'es, avec tes valeurs. Et c'est sûr que, bon, moi, personnellement, j'adorerais pouvoir pousser sur le fait que de pousser sur des valeurs, de penser à la nature, de penser à des choses seconde main, recyclées, tout ça. Mais ça fonctionne que si ça te correspond. Donc, tu vas juste être frustré, limite, si tu continues de faire des choses qui ne te correspondent pas. Donc, moi, moi, j'encourage le seconde main, j'encourage les friperies, parce que dans les friperies, il y a des trucs absolument géniaux. En France, c'est un petit peu plus difficile. Il y a beaucoup de friperies que c'est quasiment aussi cher que du neuf. Fait que rendu là, je vois pas trop d'utilité. Mais des vraies friperies là, qui vont vraiment du seconde main, qui coûtent vraiment pas cher. Il y a des bijoux là-dedans, mais j'ai trouvé des trucs, mais incroyablement beaux et de haute qualité. Et c'est juste quelqu'un qui en a plus besoin, il s'en débarrasse et puis il donne une seconde vie. Et moi, je trouve ça incroyable. Donc, pour ne pas virer fou, ce n'est pas nécessaire de savoir tout de suite quel est l'environnement dans lequel je veux vivre, quel est l'environnement ou l'entourage parfait, mais le premier grand pas à faire, ce serait déjà d'être capable de voir clairement lorsqu'un environnement ou un entourage n'est pas bon pour moi. Donc, c'est pas grave de ne pas trouver ce qui est parfait, ce qui me correspond, mais ce serait déjà très très bon, un très bon début de se poser la question sur qu'est-ce qui n'est pas bon pour moi. Dans quoi je me sens mal? Qu'est-ce qui n'est pas aligné avec qui je suis? Qu'est-ce qui ne me correspond pas? Qu'est-ce qui ne m'amène pas vers mes objectifs ou mes valeurs? Comme ça, on n'est pas trop perdu sur la surcharge de travail et on se concentre vraiment plus sur déjà éliminer les choses qui ne nous correspondent pas et on avance vers ce qui nous correspond plus. Qu'avez-vous retenu de ce super live très court d'1 heure? Qu'il faut bien choisir son entourage et son environnement pour être heureux dans la vie. C'était simple, hein? Ouais. Voilà. Ouais. Ben, c'est ça. Et qu'on a le droit de tout remettre en question et de changer. Y a pas surtout, je l'encourage fortement. Mais oui, c'est juste, voilà, c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas énormément de choses à dire, ça tourne toujours au même point. C'est juste, pose-toi les questions et choisis un entourage qui est aligné avec qui tu es, en faisant des sacrifices, évidemment, parfois. Parce que parfois, on n'aura pas l'impression que c'est possible, ou alors on aura l'impression que ça demande peut-être juste un trop gros sacrifice, ou on n'est juste peut-être pas assez connecté au pourquoi. Tu sais, le why, le pourquoi. Pourquoi est-ce que je fais ce sacrifice? Pourquoi est-ce que je veux changer d'environnement? Qu'est-ce qui me pousserait à arrêter de voir mes amis? S'il n'y a pas de sens, parce que si j'ai pas d'objectif dans ma vie, s'il n'y a pas une direction dans laquelle je m'en vais, ben ça fait pas trop de sens de sacrifier. Ça fait pas trop de sens de changer l'environnement parce que l'environnement me plaît. Ou peut-être pas, mais voilà, peut-être qu'il n'est pas assez mauvais pour que je le change. Et tant que j'ai pas de pourquoi, tant que j'ai pas vraiment une raison, une direction où je vais dans ma vie, c'est compliqué de savoir si mon entourage me correspond. C'est pour ça que je pousse beaucoup aussi sur les objectifs. Faire des objectifs, écrire un petit peu tous les jours des trucs qu'on aimerait, vers où on aimerait aller, et puis essayer de clarifier ça, poser des questions. C'est un long processus, ça m'a pris 5 ans, 5 ans, je le savais depuis le début, mais ça m'a pris 5 ans de vraiment mettre en pratique au quotidien du questionnement, de la clarification, surtout parce que maintenant j'ai plus de responsabilités, donc disons que mon développement est encore plus important, vu qu'il y a des gens qui me suivent régulièrement.
Parce que bon, l'entourage, hein, un effet très très fort. Fait que plus moi je serai clair dans ma vie, dans mes objectifs, dans ma direction, dans ce que je fais, dans pourquoi je le fais, comment je le fais, ben, plus ça va aider les personnes qui me suivent. Fait du sens. Là, Vas-y. par rapport à tout ce que tu dis, je suis d'accord. Tu parlais tout à l'heure d'objectifs personnels. Mais en fait, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses dans mon environnement que je ne peux pas changer de moi-même. Enfin, parce que ça y est, je me suis installé, que je vais falloir travailler avec les mêmes personnes tout du long. Mais j'ai cette impression d'environnement parce que moi-même, je suis un environnement. Moi-même, je suis quelqu'un qui côtoie des personnes et j'influe sur eux. Et là, un des objectifs de ma formation, c'est d'être bien dans ma peau, d'être bien clair pour justement influencer positivement mon environnement. Que l'ambiance au travail soit mieux, enfin voilà, enfin, en me disant si je montre que j'arrive à perdre du poids, que je vais mieux, que je suis pas à m'énerver dès qu'il y a le moindre problème, etc. Forcément, on a une influence sur ses associés, forcément, on a une influence au cours d'une consultation auprès de ses clients, quoi. Et là, j'ai aucun objectif d'enseignement aux gens, mais j'ai quand même cet objectif de moi m'améliorer pour faire un environnement plus sain pour pouvoir faire mon boulot et faire ce que j'ai envie de faire, quoi. Ouais, et c'est pour ça que je dis que c'est. Je le vois. Parce que. Attends, je t'ai coupé? Excuse-moi. Non, non, c'est bon. C'est. Pour moi, c'est pas, l'un n'est pas meilleur que l'autre. Et ton objectif, même s'il est personnel, même s'il n'y a pas quelque chose de plus grand, ça reste quelque chose qui, de toute manière, est plus grand que toi. Tu as vu que, comme tu viens de le dire, le fait de travailler sur toi, ben, ça influence tout ton entourage. Tu amènes quelque chose de plus positif dans le monde qui influence les autres. Donc, de toute manière, indirectement ou directement, ça touche le plus. Donc, se concentrer sur s'aider soi-même, évidemment, même s'il n'y a pas encore d'objectif au-delà de ça, c'est ultra bon, c'est ultra positif, c'est très noble. Et même moi, je commence à essayer de plus balancer vers moi-même parce que je pensais avoir un développement très développé. Je me pensais, disons, suffisamment développé et qu'il fallait juste que je partage maintenant. Mais c'est parce que je ne connectais pas assez socialement avec des gens que je me pensais correctement développé. Et maintenant que je commence à plus connecter avec des gens, surtout des nouvelles personnes à travers mon voyage, et à vraiment me faire des amis ou des relations plus profondes, je commence à voir qu'il y a énormément de choses en moi qui sont à changer, qui sont à développer, qui sont à améliorer, qui sont à travailler. Et là, je me rends compte de plus en plus j'ai des connexions avec d'autres personnes, plus je me confronte au monde social, plus je vois des opportunités à me développer, que je ne pouvais pas voir quand j'étais tout seul dans ma chambre en train de lire des livres et suivre des formations. Et donc là, je commence à me dire que peut-être qu'il faudrait que... Là, je suis sorti un petit peu de cette bulle illusoire que j'ai un développement suffisant, je me concentre sur les autres. J'ai quasiment envie de me reconcentrer plus sur moi, sur bien me développer, bien intégrer les choses que je veux vraiment pour moi d'abord développer dans ma vie, pour les vivre, pour les incarner, pour qu'ensuite j'ai une plus grande légitimité, je dirais, ou même une plus grande authenticité quand je les partage. Parce que c'est vraiment en moi et c'est vraiment moi, et ça me correspond et s'aligne avec moi. Donc c'est sûr de m'aider d'abord, c'est quasiment plus une priorité en ce moment, mais là c'est une priorité, je dirais peut-être 60% ou 55% moi et 45% les autres. Mais ce que je fais avec le groupe VIP, c'est toujours une extrême priorité. Et puis ce que je développe, et les formations, tout ça, ce sera toujours une grosse priorité. Mais j'ai envie de plus me développer moi-même parce que je sais que ça, c'est pas finalement un temps perdu. Ça a énormément d'impact aussi sur juste vous qui m'écoutez, qui me suivez, mais aussi sur mon entourage direct. Et voilà. Donc oui, tu as tout à fait raison de te concentrer sur toi. Tu as tout à fait raison. Même si tu n'aimes pas ton travail, de changer ton monde intérieur risque de changer complètement le monde dans lequel tu travailles. Même si tu ne changes pas de travail, même si tu ne changes pas d'amis, même si tu ne changes pas d'entourage, juste de changer toi pourrait complètement changer la manière dont tu le vis, pourrait complètement influencer les autres. Et ouais, donc c'est sûr que tout commence par soi, tout commence par l'intérieur. Mmh. Fait que je me suis peut-être mal exprimé, hein, je voulais pas comparer en mode avoir un entourage, avoir un objectif plus grand que soi, c'est pas plus important, c'est pas mieux. Non, mais j'y réfléchis après coup en me disant, oui, il y a que moi.
Mais Ouais. globalement, je me suis rendu compte qu'en travaillant sur moi, les gens étaient moins chiants avec moi, que ça allait mieux. Et donc, du coup, je me suis dit, allez, il faut continuer, quoi. Enfin, voilà. Donc, Yes. Ouais, mais c'est parce que incroyable. même... Vas-y, vas-y. Ouais, ouais, non, voilà. C'est ce que je voulais dire. Ok. Parce que même, je le vois dans mes clients, tu sais, qui font de l'accompagnement personnel, il y en a un, il me disait, mais il y avait plein de problèmes juste dans sa vie de tous les jours. Il rencontrait personne quasiment. Il n'avait pas d'opportunité pour la musique, il n'avait pas trop d'opportunités pour le travail. Il était coincé dans quelque chose de désagréable. Et on n'a jamais travaillé sur ça. J'ai jamais essayé d'améliorer sa relation au travail ou plutôt ses opportunités, quoi que ce soit. On a juste travaillé sur lui, sa propre estime, sa propre vision des choses, sa propre compréhension des choses. Et là, ça fait. Il m'envoyait jamais rien sur sa vie quotidienne. Et là, depuis quelques semaines, il n'arrête pas de m'envoyer des bonnes nouvelles. Hey, on vient de débloquer un super truc, on vient de faire ça ici, j'ai une opportunité de travail par là, j'ai rencontré enfin une copine. C'est comme. Il y a tout qui commence à se débloquer simplement parce que lui, à l'intérieur de lui, avec lui-même, ben, il s'est débloqué. Donc tout commence par soi. C'est le travail qu'on fait sur soi, d'après moi, va toujours être plus important que le travail qu'on fait sur les autres. On ne peut pas apporter quelqu'un plus loin que là où on est allé, de manière générale. On peut les amener là où on est, et puis eux vont, avec ces outils-là, aller plus loin. Mais ce ne sera pas moi qui va les amener plus loin. Je peux seulement vous amener là, jusque là où je me suis rendu moi-même. Donc, Ok. ouais. Autre chose? Non, oui, je voulais dire, mais tu l'avais déjà dit déjà, que il est bien aussi de s'entourer de personnes quand on veut aller vers un point précis, je sais pas comment dire, euh, On a un but? d'aller, comment dire. Tu disais oui que Papadou et moi on voulait concentrer notre aide vers les enfants, etc. Et que du coup, c'était bien aussi d'aller chercher des gens qui sont déjà dans ce mode-là et dans ce domaine-là. Mhm. Et du coup, ça pouvait permettre d'ouvrir des opportunités, d'être entouré par des personnes qui sont déjà dans ce domaine et qui influencent notre évolution aussi vis-à-vis de ça. Ouais. Mais j'ai vraiment envie que ce Donc, soit évident, ça. Mais vraiment évident. oui, non, mais oui, tout à Parce fait. que, tu sais, j'ai rencontré des personnes, des profs de yoga, qui disaient, ouais, mais dans mon business, j'ai un peu du mal, j'arrive pas à avoir trop de clients, puis c'est compliqué, il y a beaucoup de compétition, hein. Et puis, je disais, ok, mais est-ce que tu as un modèle? Est-ce que tu as des amis qui sont profs de yoga? Est-ce que tu suis des profs de yoga populaires qui ont du succès et qui pensent que c'est facile? Puis elle me dit non. Je connais des profs de yoga, mais c'est pas des amis, ou alors je les suis pas de très proches, ou alors ils ont les mêmes résultats que moi, ou voire aucun. Mais je suis ok, mais évidemment, ça va être difficile si tu t'entoures pas de personnes qui sont meilleures que toi, si tu ne suis pas personne, si tu vas jamais voir sur YouTube des vidéos de profs de yoga très populaires, très connus, qui ont un grand impact, que tu admires, qui t'inspirent. Et tu regardes comment ils font, tu regardes comment ils parlent, tu regardes comment ils agissent, tu regardes comment ils font leurs cours, tu regardes qu'est-ce qui fait qu'ils ont du succès, qu'est-ce qui fait qu'ils sont là où tu veux aller. Et ça inspire, ça donne des idées. Et puis même si on connecte avec eux, ben, ils vont nous influencer naturellement. Donc on va éventuellement y aller. C'est sûr, moi en tant que coach, je dois m'entourer de coachs meilleurs que moi. Je dois m'entourer de personnes qui sont plus avancées que moi. C'est compliqué. Je sais, ça demande du travail. Je suis encore aussi dans le développement d'essayer de comprendre comment et pourquoi. Pas pourquoi, mais comment. Et comment vraiment connecter et puis développer ces choses-là. Parce qu'encore une fois, le développer le monde social, c'est pas du tout ma plus grande des qualités. Donc, je suis dans l'apprentissage, ou en tout cas dans la curiosité de vouloir développer ça, approfondir ça. Mais c'est important. Et c'est tant aussi longtemps que je ne le fais pas. Ben là, tu vois, j'ai Laura qui m'a dépassé, du coup. Elle connaissait quasiment rien en fait au développement personnel il y a 2 ans. Et puis aujourd'hui, elle coach beaucoup plus de personnes que moi. Elle a beaucoup plus de résultats que moi. Et c'est génial. Fait que le fait de continuer de m'entourer d'elle, je l'ai propulsée peut-être au début, et puis maintenant, c'est elle qui me propulse. Et puis, on s'aide entre nous, et puis plus je m'entoure de personnes comme elle, plus je m'entoure de personnes compétentes, qui ont des résultats, qui savent ce qu'ils font, qui sont clairs, qui ont de l'impact, etc., plus ça va m'aider. Donc, il y a des gens pour qui c'est pas évident, mais
quand je pose cette question-là, c'est pas tout le temps que j'ai une réponse positive. Tu sais, c'est beau que tu veuilles faire quelque chose, avoir un impact, etc., mais est-ce que tu es entouré de gens qui ont ça? Est-ce que tu es entouré de gens qui sont là-dedans? Ou alors qui se dirigent vers ça aussi? Ou un projet similaire, ou une mentalité similaire, peu importe. Donc après, je ne sais pas si ça a cliqué chez toi, mais du coup, si je parle de toi et de Papagis, ben, peut-être que ce serait intéressant pour vous de connecter, de parler, d'échanger. Exactement. Mais je sais plus qui c'est qui m'avait dit qu'il travaillait avec les enfants, c'était Elios, je crois. Ouais. Ouais, il me semble qu'il est pas éducateur. Je sais pas ce qu'il veut faire, Hein? mais ouais. Je sais pas ce qu'il fait. Je lui ai pas parlé encore. Ouais, non, ben il est Pas- pas trop actif en ce moment sur le serveur, mais il me disait, en fait, c'est la raison pourquoi il a rejoint le serveur, c'est qu'il voulait que je l'aide à aider des gens. Et il voulait que je l'aide surtout, ben, parce qu'il est déjà très développé, là, il a 34 ans, 36 ans, je pense. Et il connaît plein de choses, il est incroyable. Et ses parents sont, je pense, comment on appelle ça? Je pense que c'est des chamans ou des trucs comme ça. En tout cas, très développé spirituellement. Toute sa famille est dans le yoga, le chamanisme, dans la spiritualité. Il connaît, il connaît plein de choses sur la méditation, la connaissance de soi et tout ça. Fait qu'il il est vraiment incroyable. Et puis, ben, ses projets, ce qu'il fait, ça a l'air génial. Là, il travaille dans une école et puis je pense qu'il fait juste l'accompagnement d'adolescents ou un truc comme ça. J'ai pas encore énormément parlé avec lui. C'est sûr, j'adorerais qu'il soit plus présent. Mais bon, il y a peut-être une raison à ça. Mais si on connecte avec lui et que, oui, justement, on essaie d'échanger un petit peu plus, ça va peut-être lui donner, lui aussi, une raison d'échanger plus, parce que lui aussi, il veut s'améliorer, lui aussi, il veut partager, lui aussi, il veut apprendre. C'est aussi pour ça que j'avais fait le défi, toi, j'ai refait un autre message aujourd'hui, pour tous ceux qui votent positif sur l'événement, du coup, mais c'est pas vraiment un événement, découverte et connexion entre les membres. Donc là, il y avait Laurie, il y avait Papagis, il y avait Petit Colibri, Mathieu et Clara qui avaient voté dans le salon annonce. J'ai pas vu ce message. Tu vois, dans annonce et événements. Je l'ai envoyé au début du mois, plutôt à la fin du mois de février, pour le mois de mars. Donc là, il y a un autre message qui va se lancer aussi pour le mois d'avril. Et le but, c'est que pendant le mois, on connecte avec toutes les personnes qui votent positif. Donc si tu votes oui, c'est que tu as envie d'échanger, de connecter avec les autres membres du serveur. Puisque quelque part, on a tous, on est un entourage entre nous, on est un groupe, une communauté de personnes qui sont axées, qui ont des valeurs similaires, qui sont axées vers des objectifs ou vers une envie d'apprendre, de connecter, de s'approfondir, de tout ça, qui se relient d'une manière ou d'une autre. Donc, de connecter entre nous, bon, il y aura peut-être des connexions qui auront plus de sens que d'autres, et peut-être des gens que tu vas leur parler pendant 30 minutes, puis tu vas te dire, ah, en fait, non, c'est quand même pas trop mon type. Et c'est OK. C'est juste le but, c'est de connecter un petit peu plus, à mieux se connaître entre nous, de partager peut-être juste notre vie, de parler. C'est juste créer des connexions. Et on ne sait jamais, peut-être que si vous connectez avec Papadou, ben peut-être que ce sera votre meilleur ami encore dans 20 ans, ou pas. Mais voilà, je trouvais ça une idée très intéressante, que vu qu'on est tous sur ce serveur pour des raisons similaires, que ça doit être sûrement très intéressant de partager, de connecter plus ensemble, et aussi ça donnerait un petit peu plus d'activité. Peut-être qu'on va plus oser poser des questions, échanger, demander l'avis des autres sur nos blocages, sur des trucs qu'on a besoin d'aide, sur un point d'information, sur j'ai pas trop compris de quoi il parlait dans la résistance, puis là vous parlez entre vous là-dessus, puis c'est juste, ça va donner plus d'activité ou plus de sens à la direction dans laquelle va le groupe. Donc je me dis, bon, ce serait très intéressant de développer ces choses-là. Parce que du coup, c'est une opportunité de se créer un entourage qui a quelques valeurs, peut-être pas toutes, similaires aux nôtres. Et évidemment, plus ça va avancer, plus moi je vais me développer, plus je vais me forcer, ou plutôt m'arranger, ou me développer un entourage de haute qualité, de haute gamme, de gens, pas haute gamme, qualité, mais bon, c'est vraiment des gens qui ont de l'ambition, qui font des choses, qui veulent vraiment y arriver. Donc plus je vais... Mon but, c'est vraiment ça, c'est de ramener de plus en plus de personnes, des grandes personnes, pas grandes, mais tu sais, voilà. Parce que vous me comprenez, là, des personnes là, qui sont dans le game,
dans le game du développement personnel, dans le game dans ce monde d'entrepreneuriat ou de voyage ou de compétences, de se développer soi-même. Et donc plus, je l'espère en tout cas, il y aura, même si même pas je l'espère, si je le sais, il y aura de la qualité sur ce serveur, il y a de la qualité de personnes. Vous allez peut-être même pouvoir trouver des médecins, des docteurs, des entrepreneurs, des n'importe quoi. Et ça va être génial. Ça va vous donner accès à des coachs, à des psychologues, à des entrepreneurs, des médecins gratuitement. Juste le fait de connecter avec eux, juste le fait de partager avec eux. Donc, mon but, c'est ça. C'est vraiment de rendre ce serveur, le VIP, vraiment une communauté, mais qui transforme la vie des gens. Comme on l'avait fait avec le premier serveur TEP. Mais là, c'est vraiment plus privé, c'est vraiment plus sérieux dans notre développement. Fait que voilà. Voilà pour plein de petits points clés sur l'environnement et pourquoi est-ce que je pousse autant aussi sur la communauté et sur aussi l'autre groupe connaissance de soi qui n'est pas très actif, mais encore une fois, c'est à moi de faire plus de vidéos et de ramener plus de gens sur le serveur. Mais ça, pour moi, c'est une question de temps parce que je travaille là-dessus. Et c'est quoi ta nouvelle mise à jour que tu voulais faire? Ben, tu parlais de faire... Les 30 vidéos? Non. Ah, la mise à jour, tu parles sur le serveur? Ouais. Oui, ben ça fait... j'y pense de plus en plus. Et disons, je pense que je vais arrêter d'y penser. J'ai déjà commencé à le faire, en fait, aujourd'hui. Donc, je vais vraiment... En fait, quand tu vas arriver sur le serveur, et même tous, tout le monde ici, vous allez tous retomber à zéro. Tout ce que vous allez voir, en fait, c'est le chat du groupe VIP, donc la base. Tout ce qui est en termes d'information, vous n'allez plus rien voir. Et ça va être un parcours personnel. Dans le sens où vous allez avoir un salon. Et ce salon-là va vous dire, bon, si tu veux avoir accès à telle chose, clique ici. Là, tu vas cliquer sur un rôle réaction, ça va te donner un rôle. Et tu vas débloquer, par exemple, répéter au quotidien. Et puis après ça, une fois que tu as, je sais pas, passé quelques jours ou même 1 minute à regarder le salon développé au quotidien, tu peux cliquer sur un autre message qui va débloquer, par exemple, les lois du développement. Et mon but, c'est ça. Comme par exemple aussi avec les 6 manipulateurs, là, tout est dans le même salon. Je vais faire une catégorie de la formation, les 6 manipulateurs, et vous allez voir seulement l'introduction. Et puis dans l'introduction, une fois que vous l'avez lu, vous pouvez cliquer sur le petit point qui va vous donner le rôle pour avoir accès au salon, la formation 1, conscient. Comme ça, vous allez pouvoir re-regarder la vidéo, vous allez pouvoir vraiment reprendre des notes, bien reprendre les bases. Et puis une fois que ça c'est fait, même si vous n'avez pas envie de le regarder, vous voulez juste regarder l'autre, voilà, vous cliquez sur le petit rôle et puis ça vous débloque le subconscient. Mais le but, c'est vraiment de juste ça, de faire développer progressivement les personnes à travers le serveur parce que plus ça avance, plus il y a d'informations et plus c'est le bordel. Plus il y a toutes les informations en même temps. Fait que j'ai juste pas trop envie de perdre les gens, de juste donner l'opportunité de pouvoir tranquillement progresser à travers le serveur. Et il me semble voilà, que ce serait intéressant, surtout qu'on peut s'ajouter ou s'enlever les rôles en tout moment. Donc s'il y a trop de bordel, tu peux juste t'enlever toi-même tous tes rôles et tu retombes à la base. Et puis tu te dis, ok, là c'est bon, là je me reconcentre uniquement sur les lois du développement, ou je me reconcentre uniquement sur la résistance, ou sur les 6 manipulateurs, etc. Donc c'est une auto-formation. Le but, ce serait d'arriver à créer un serveur comme ça où tu peux toi-même te former et toi-même programmer ou configurer ce que tu vois sur le serveur par rapport à ce que tu as besoin. Et si tu es quelqu'un qui aime tout faire en même temps et que tu vas avoir accès à tout, ben tu vas cliquer sur tous les messages de réaction puis tu vas débloquer tous les salons. Ça va revenir au même au final. Mais je veux donner l'opportunité aux gens de pouvoir structurer leur développement. Ok.